Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4 000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité ? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. Et bonsoir Mariko, bonsoir Alice Cordier. Merci d'être là ce soir pour ce débat donc sur le thème de la transidentité. Donc avant de commencer, bien sûr, je voudrais vous présenter à nos auditeurs. Donc tout d'abord Mariko, maire d'une petite commune dans les Hauts-de-France, c'est ça ? Je suis maire de Thilloy-les-Marchiennes. Je sais que c'est un nom très très long et très difficile à prononcer pour les Parisiens. Donc Thilloy-les-Marchiennes, à côté de Marchiennes pour ceux qui ont lu Germinal. Donc 540 habitants dans les Hauts-de-France, situé entre Valenciennes, Doue et Lille pour ceux qui connaissent un petit peu le Nord. Donc village rural. Et du coup, peut-être que vous pouvez nous expliquer donc votre parcours et notamment les raisons de pourquoi aujourd'hui vous êtes là dans ce débat. Alors, moi, je trouvais que c'était intéressant d'expliquer. Alors, je précise que tout ce que je dis n'engage que moi. C'est un avis personnel, une expérience personnelle. Je représente personne. Je représente pas d'association ni quoi que ce soit. Donc, je viens pour témoigner, pour expliquer par rapport à mon parcours. Donc, j'ai 56 ans. Donc, ça fait 56 ans que je suis trans. Donc, j'ai été élu maire. Donc, c'est un peu une nouvelle puisque c'est la première fois qu'une personne trans, connue comme trans, a été élue. Donc, je précise bien sur un programme, pas sur ma personne. Donc, c'est plutôt rassurant. Donc voilà, donc je pense qu'il faut faire effort de pédagogie, effort d'explication sur un sujet qui est compliqué, qui aujourd'hui est difficile de débattre. Donc c'est pour ça que c'est important d'en discuter avec bienveillance, avec respect et d'essayer de peut-être dédramatiser pour moi les choses et puis donner moi un retour d'expérience. Après, les gens ils en font ce qu'ils en veulent, hein. C'est mon expérience de vie. Elle n'est pas similaire à d'autres. Voilà. Après, les gens. Donc, c'est un témoignage que j'espère le plus sincère possible, le plus vrai possible pour voilà et montrer un petit peu la réalité des choses vues de personnes comme moi. On est nombreuses en France, pas forcément devant de la scène. Alors moi, par mon élection, j'ai été mise au devant de la scène, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas au devant de la scène et qui veulent juste avoir une vie tranquille. Voilà. Bien sûr. Très bien, merci. Donc, de l'autre côté, nous avons donc Alice Cordier, donc à la tête, c'est ça, hein, du collectif Némésis. Oui, tout à fait, je suis la directrice. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le collectif Némésis pour ceux qui du coup ne connaîtraient pas ou n'en auraient pas encore entendu parler ? Bien sûr, alors le collectif Némésis est une association de jeunes femmes dont le but est de dénoncer les violences faites aux femmes. Alors on brasse assez large parce qu'on va parler des violences conjugales, on va parler des violences gynécologiques, on va parler aussi des violences plus récentes que connaissent les femmes aujourd'hui dans l'espace public par le biais du harcèlement par exemple. Et nous, notre spécialité entre guillemets est d'intervenir en faisant des sortes de happenings médiatiques. On nous appelle, pour ceux qui connaissent, les fémènes de droite, voilà. Et notre but est de mettre en avant des choses dont les féministes aujourd'hui ne parlent pas. Je précise que nous sommes un mouvement féministe, nous parlons de sujets qui concernent les femmes et uniquement les femmes parce que femmes. Et à ce titre, on va brasser assez large. On s'est fait connaître pour nos positions anti-immigration. On nous connaît un petit peu moins sur les questions autour de la transidentité, mais du coup, ça va être totalement l'occasion pour nous d'en parler aujourd'hui, notre position sur ces questions-là. Et puis voilà, moi j'ai eu la chance d'intervenir sur plusieurs plateaux télé il y a à peu près un an, de faire connaître un petit peu notre voix qui a longtemps été un peu censurée, je dirais. Et je me permets du coup à ce titre de vous remercier de m'inviter ce soir.
Très bien, merci. Alors, on peut vous retrouver du coup sur des réseaux, sur divers réseaux, donc il y a votre chaîne YouTube, c'est ça? Oui, il y a la chaîne YouTube du collectif Némésis qu'on est en train de relancer puisqu'elle avait sauté malheureusement il y a 1 an suite à la pression de nombreux activistes qui s'autoproclament antifascistes. Et du coup, la chaîne YouTube avait eu peur, je pense. En tout cas, YouTube avait préféré la fermer sans recours possible. Donc là, on en relance une. On espère qu'elle portera ses fruits. Puis nous sommes aussi présentes sur Twitter. Nous sommes présentes évidemment sur Instagram, Telegram, TikTok aussi. Enfin voilà, sur tout ce qui existe aujourd'hui comme moyen de communication. Très bien. Donc merci d'être là encore une fois ce soir pour débattre sur ce thème assez sensible tout de même. On va donner la parole en premier à Mariko et ça sera Alice Cordier qui conclura ce débat. Donc moi j'aimerais commencer ce débat en rentrant directement dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc on a vu dans les dernières années une augmentation de la place on va dire, de la transidentité dans le champ politique, médiatique et on peut dire un peu plus large, sociétal français. De plus en plus de personnes se déclarent trans ou osent se déclarer trans. Et du coup, d'après vous, Mariko, est-ce que c'est important avec cette demande de plus en plus soutenue de personnes pour devenir trans, est-ce qu'il faut accompagner ces transitions ou est-ce qu'il faudrait plutôt essayer de freiner cet élan, on va dire, sociétal et voilà, je vous laisse le mot. Alors, déjà, c'est compliqué d'avoir des chiffres précis. C'est vrai médiatiquement, on en parle beaucoup plus, il y a une plus grande visibilité. Mais dans les faits, les chiffres qu'on a par les associations sérieuses ou par les associations médicales sont assez faibles. Donc, effectivement, il y a un effet médiatique qui donne une visibilité qu'il n'y avait pas avant. Le côté aussi qui peut peut-être choquer des gens qui ne connaissaient pas cette réalité donne peut-être une visibilité plus importante. Mais dans les faits, aujourd'hui, on a peu de chiffres. Alors, les seuls chiffres annoncés par les associations, on représenterait 0,1% de la population. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Bon, à vous d'en juger. C'est considérable. C'est à prendre en compte. C'est pas négligeable, mais ça, voilà. Après, chacun, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit plus. Alors, dans les associations, on voit beaucoup plus de trans de ma génération que des jeunes, mais les jeunes sont beaucoup plus, c'est vrai, plus actifs sur les réseaux sociaux. Les femmes trans de ma génération, elles sont assez discrètes. Elles sont chefs d'entreprise, elles sont architectes, voilà, elles sont dans différents. On n'en parle pas trop. Donc c'est vrai qu'il y a un côté médiatique qui est difficile à évaluer, pour le meilleur et pour le pire. Donc ça donne visibilité, mais pas toujours bienveillante. Donc pas toujours celle souhaitée. J'entends. C'est très très polémique, c'est difficile d'avoir un discours apaisé, d'avoir une discussion apaisée. Alors cette discussion, elle avait dans le passé, puisqu'on parle de la transidentité depuis le début du siècle. Donc petit à petit, ça a mûri, les professionnels de santé s'en sont occupés, il y a eu des débats dans les cercles féministes, puis un jour, ça a basculé dans la sphère médiatique. Et là, tout s'est un petit peu emballé dans tous les sens. Donc on peut déplorer les excès de part et d'autre, mais aujourd'hui, c'est assez récent quand même qu'on en parle autant, quoi, à ma grande surprise. Alors sur la prise en charge, alors c'est important parce que ça c'est un vrai sujet. Il y a peu de professionnels qui prennent bien en charge. Il y a des équipes qui se montent essentiellement sur les grandes villes. En province, il y a quasiment rien. Il faut une véritable prise en charge parce que il y a un impact psychologique. C'est des personnes qui sont souvent en dépression, qui ont souvent des gros problèmes, des problèmes relationnels dans la famille. Une transition, c'est pas seulement la personne, c'est aussi la famille. Donc, il faut un accompagnement qui soit fait par un médecin, qui soit fait par un endocrinologue, par un psychologue. C'est pas un truc qu'on décide comme ça, on remplit un papier et tout se passe bien. Une transition peut prendre des années, avec des traitements longs, un suivi médicalisé. Donc aujourd'hui, il y a des équipes qui se montent en France. Alors, je parle pas à l'étranger où vous payez, vous avez. Je parle en France. Moi, je me mets toujours par rapport à la France. Je ne sais pas ce qui se passe à l'étranger. J'aimerais bien que Alice nous réponde aussi, et notamment par rapport à la place que ça prend dans la société, dans la sphère médiatique, le thème de la transidentité, parce que je pense que vous n'avez pas forcément la même vision que Madame Co.
Alors, en fait, il y a plusieurs choses dans ce qui existe aujourd'hui. D'abord, s'il y a une surmédiatisation, une médiatisation selon comment nous on le perçoit, c'est parce que déjà, il y a aussi des lobbies, des associations qui se sont organisées, qui sont financées, qui sont là pour faire avancer les choses au niveau des droits des personnes trans. Et c'est peut-être quelque chose qui n'existait pas avant, quelque chose vraiment de structuré, puisqu'on se rend compte que peut-être avec une influence des États-Unis, il y a une sorte de phénomène, en tout cas de mode autour de la question des personnes trans, des droits des personnes trans. Et à ce titre, des lobbies en France, en tout cas, se sont organisés. Il existe des associations qui sont là pour aider les victimes à porter plainte, qui sont là pour les accompagner aussi dans leur parcours. Maintenant, sur la question de base, la société doit-elle accompagner les volontés de transition ou pas? Je crois que c'était ça la question. Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, et dans nos milieux, c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément très sensibilisé, c'est qu'il y a une souffrance. D'ailleurs, une personne qui veut transitionner, il y a forcément une souffrance, un parcours parfois chaotique, des agressions sexuelles. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui existent. Maintenant, pour moi, transitionner, c'est apporter une solution rapide et à court terme à une souffrance qui existe et qui est là depuis longtemps. Cette souffrance-là, on peut l'appeler comme on veut. Les termes scientifiques, en tout cas, utilisent le terme vraiment de dysphorie. La dysphorie, et vous me dites si je me trompe, c'est le fait de ne pas se sentir dans la dysphorie de genre, c'est le fait de ne pas se sentir dans le bon sexe. Moi, je suis née femme et je pourrais considérer que, en fait, on m'a assigné à la naissance un sexe qui n'est pas le mien et qu'en vérité, je suis un homme, mais mon sexe physique, biologique et féminin. Voilà ce que c'est la dysphorie de genre. Et en effet, il existe des gens qui en souffrent. Et le problème autour de la dysphorie de genre, c'est que la transition ne permet pas forcément de l'effacer. Il y a beaucoup de personnes trans qui en fait transitionnent en pensant que ça va être la solution à leur malaise, à leur mal-être. Et en fait, finalement, ils se rendent compte, une fois transitionnés, qu'ils ne sont pas du tout... qu'ils ne se sentent absolument pas mieux et que la dysphorie est restée. Et alors là, pour revenir en arrière, c'est encore autre chose parce que, excusez-moi, je ne crois pas que les testicules, ça repousse. Je ne crois pas. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis, par rapport à cette histoire, donc toujours de dysphorie, auquel moi, je reste vraiment attachée parce que là encore, je le redis, c'est énormément de souffrance. Il existe voilà, un certain nombre de thérapies par des professionnels. Et attention à ce que je dis, je ne parle évidemment pas des thérapies forcées qui existent aux États-Unis et qui concernent les personnes homosexuelles. Je parle vraiment de thérapies organisées par des professionnels de la santé, des professionnels des jeunes qui existent, qui sont là avec des pédiatres, des psychiatres, des pédopsychiatres, et qui vont vraiment aider les personnes souffrant de dysphorie. Si je peux essayer de résumer votre pensée sans la pervertir. Donc ce que vous dites en fait, c'est que tout l'engouement médiatique qu'il y a autour de ce sujet a tendance à pousser des gens à régler des problèmes divers qui ne sont pas initialement liés à la transidentité par le biais du changement de sexe ou en tout cas de... Alors, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on pousse à ce que la seule solution à lutter contre le mal-être, contre cette dysphorie de genre, serait le fait de transitionner, alors qu'il existe des thérapies. J'aimerais laisser Mariko réagir par rapport à ça, donc à ces thérapies. Alors, Alice l'a insisté dessus, hein, pas des thérapies de conversion forcée, mais des thérapies d'accompagnement. Donc, bon, je pense qu'il faut d'abord considérer deux grandes populations. La première population, c'est la population adulte. D'ailleurs, des gens comme moi, on s'est posé des questions pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Bon, en général, voilà, on sait où on en est, la difficulté qu'on a, c'est plutôt le rejet, la violence, c'est plutôt ça. En fait, la transidentité n'est pas un problème. Le problème, c'est les autres et l'agressivité qu'on reçoit en retour qui fait qu'on est mal, qu'on est rejeté, qu'on est humilié, qu'on est insulté. Forcément, on le vit pas bien. Donc, les adultes, en règle générale, ça prend du temps. Les transitions avec l'absence de professionnels, ça prend plutôt 6 à 8 ans. Voilà, donc ça, en règle générale, dans les médias, c'est pas des adultes qu'on parle, c'est les jeunes. Donc maintenant, il y a le cas des jeunes. Alors les jeunes, c'est plus compliqué puisque les jeunes il y a l'adolescence, etc. Ils sont pas majeurs, ils peuvent pas décider de leur choix. Donc ça, il faut absolument qu'ils soient accompagnés. Alors en France, moi, je connais pas de cas de jeunes qui ont transitionné. Parce que d'abord, en France, on a des professionnels de santé. Vous parlez de mineurs précisément. De mineurs. Parce qu'en fait, il y a quand même des lois en France.
les protocoles de santé commencent juste à se stabiliser, les professionnels sont pas à l'aise là-dessus, ils sont extrêmement prudents dessus. En fait, il y a encore beaucoup de méconnaissances. Très très peu de médecins maîtrisent le sujet. En province, quasiment pas. Là, je suis en relation avec des gens de province, il y a personne, quoi. Donc c'est pas aussi évident que ça. Donc aujourd'hui, moi je connais pas de mineurs qui ont fait des opérations, des choses comme ça. La seule chose que les associations demandent, c'est que pour les mineurs, avec l'accord des parents, avec les professionnels de santé, des psychiatres, etc., qui puissent évaluer ça. Et au mieux, au pire, donner des bloqueurs pour laisser l'enfant grandir et se prononcer. Sachant qu'en fait, les jeunes, souvent, ils ont des problèmes joints. Par exemple, il y a beaucoup de trans Asperger, il y a beaucoup de trans qui sont dépressifs, il y a beaucoup de trans qui ont des problèmes par leur entourage familial. Voilà. Moi, j'en connais personnellement dans mon secteur, en zone rurale. Ils sont vraiment pas bien. Ils sont vraiment pas bien. Ils ont besoin d'aide. Mais aujourd'hui, les parents ne sont pas du tout dans on va faire une transition ou autre. C'est d'abord résoudre les problèmes du jeune, etc. Donc mais moi, je ne connais pas de thérapie pour ça parce que la conviction, elle vient dès le plus jeune âge. Après, que des jeunes se croient trans pour des raisons, peut-être, mais tous les trans que moi je connais, dès la maternelle, ils savaient qu'ils étaient trans, quoi. Après, ils cachent parce qu'ils ont peur. Mais il y a pas de, je connais pas de thérapie qui enlève chez les gens. Oui, très bien. Mais après, donc là, je vais redonner la parole à Alice. C'est peut-être cette peur aussi, Alice va pouvoir me confirmer, que vous dites qu'actuellement c'est très encadré, mais c'est peut-être cette peur que la situation évolue, la loi éventuellement évolue, change, et influencée par les États-Unis, ça a été dit. Il y a plusieurs choses. D'abord, est-ce que c'est très encadré? Moi, j'en suis pas totalement persuadée. Alors, je ne suis pas dans un parcours de transition, vous vous en doutez. Par contre, j'ai été en contact moi aussi avec des jeunes qui étaient, eux, en recherche de transition, en recherche réelle, et ils se refilaient leur bon plan entre les psychiatres ou les pédopsychiatres qui étaient plutôt favorables à des transitions, favorables aussi au fait d'administrer des bloqueurs de puberté sans forcément respecter les délais mis en place, parce que voilà, comme l'a si bien dit Mariko, ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que moi j'ai été choquée de voir sur certains groupes Facebook, sur certains groupes, vraiment des jeunes qui se refilaient les pédopsychiatres ou les psychiatres qui étaient vraiment bienveillants vis-à-vis de la question de la transition et qui ne proposaient pas derrière des thérapies. Alors que des thérapies existent, comme je l'ai dit, elles ont d'ailleurs plutôt fait leur preuve sur une grosse majorité de jeunes et d'adolescents. Donc ça, c'est vraiment la première chose par rapport à cette question de savoir est-ce que c'est bien encadré. Puis la deuxième chose par rapport à ça, en fait, le droit français, déjà, il peut bouger, il existe des jurisprudences. Et puis la seconde chose, c'est que il faut pas oublier aussi le droit qui est lié à l'Union européenne. Et le droit qui est lié à l'Union européenne est plutôt favorable aussi à accélérer l'influence de certains lobbies. On sait qu'il y a plusieurs évolutions qui ont eu lieu aujourd'hui par l'influence du droit européen qui impose au droit français de se soumettre à certaines choses. Alors, ça ne concerne pas encore, en effet, les parcours de transition. Peut-être vous pouvez donner quelques exemples de lois qui ont été imposées par l'Europe par rapport à ça? Il y a plusieurs évolutions récentes qui ont été mises en place par rapport à ça. On sait que par rapport aux thérapies, il est très compliqué aujourd'hui d'en parler, depuis peu d'ailleurs, puisqu'ils ont mis en place un certain nombre de choses. On sait par exemple aussi que dans certains pays, dire par exemple qu'une femme trans n'est pas une femme est très compliqué, voire illégal. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France, mais on sait qu'au niveau de l'Union européenne, c'est en discussion et c'est quelque chose qui pourrait très bien s'appliquer aujourd'hui et qui remettrait en question quand même beaucoup de choses. Il y a eu des lois LGBT qui sont passées par des jurisprudences européennes, notamment celle du changement de genre à l'état civil, toujours appelé abusivement changement de sexe, puisqu'on ne change pas de sexe, on change de genre à l'état civil. Donc ça, c'est imposé sous le principe du respect de la vie privée. Pas du tout dans un débat genre-sexe. C'est simplement, l'Europe a dit une personne a le droit au respect de sa vie privée, elle n'a pas tout le temps à s'exprimer sur son sexe, quoi. Après, il y a eu des lois sur la GPA, c'est-à-dire que l'Europe a condamné la France parce que la France refusait de donner un état civil à l'enfant.
ce qui est contraire aux conventions européennes des droits de l'enfant, puisqu'un enfant doit avoir un état civil, en dehors de tout débat sur la GPA. Donc la France a été sanctionnée 2 fois là-dessus. Effectivement, l'Europe impose des choses quand le droit français est beaucoup plus frileux, beaucoup plus conservateur. Alors après, je voudrais juste revenir à un truc sur l'encadrement. En fait, je me suis peut-être mal exprimé. Je ne vais pas dire qu'il y a un encadrement, parce qu'aujourd'hui, il y a une déficience de professionnels. Mais il y a des règles, il y a des choses que les professionnels font, et c'est en train de se mettre en place. Il y a des protocoles de santé qui sont en train de se mettre en place, justement pour encadrer. Parce que c'est vrai qu'il y a dans certains secteurs, c'est à la complaisance de médecins, parce qu'il y avait personne qui était formé. Donc, devant la détresse de certains jeunes, certains médecins, effectivement, les trans se passaient les adresses de médecins qui étaient capables de traiter ce genre de choses, etc. Donc, je dirais pas un encadrement, mais je dirais plutôt des lois, des règlements. Bon, par exemple, les médecins n'ont pas le droit de mutiler, et donc on ne fait une opération chirurgicale que s'il y a un intérêt thérapeutique. Donc ça, c'est des règlements. Par contre, le protocole de suivi, de soins, etc., sont en train de se mettre en place. Beaucoup de professionnels les ignorent. Et puis après, en médecine, c'est comme partout, il peut y avoir des abus. On a eu des abus sur les prothèses mammaires, il y a eu des abus sur pas mal de choses. Malheureusement, les personnes trans ne passent pas à travers d'abus de médecins peu scrupuleux ou trop complaisants. Ça, on peut pas nier que ça peut arriver. Ça a déjà arrivé. Il y a eu des scandales en France sanitaires sur des problèmes médicaux. Donc, ça peut arriver aussi sur les personnes trans, ça, malheureusement. Mais c'est pas ce que les associations veulent. Ils veulent justement que ce soit bien encadré. Cet encadrement n'est pas encore en place, avec des professionnels formés. Je voudrais faire rebondir Alice par rapport à ça, parce que en fait, je pense que ce que dit Mariko, du coup, c'est certes, il y a des déficiences potentielles à des endroits, mais c'est un mal, c'est un risque nécessaire parce que ça apporte un plus grand bien à côté. Est-ce que vous partagez cette analyse de Mariko? Non, parce qu'en fait, c'est vraiment dommage en fait que on ne propose actuellement, en tout cas que la démarche unique a l'air d'être la démarche au niveau de la transition, et que on voit en tout cas un certain nombre de revendications aujourd'hui sont autour de cette question de la transition et absolument pas autour des questions de thérapie. Et c'est ça qui est assez désastreux. Donc en fait, le jour où il y aura une réglementation qui sera mise en place, il y a de forts risques en fait cette réglementation, c'est en fait une accélération des possibilités de transition et non pas une réglementation qui, selon moi en tout cas, devrait être beaucoup plus prudente, beaucoup plus portée autour des questions de thérapie. D'autant plus que le droit évolue. Là, j'ai sous les yeux un article de la Cour d'appel de Chambéry qui a accepté la modification de la mention du sexe sur l'état civil d'un mineur trans non émancipé. Donc, on voit bien quand même qu'il y a des choses qui commencent à arriver, même chez les mineurs, même chez nous en France, et ce, malgré notre juridiction très conservatrice, comme l'a dit Mariko, qui, selon moi, est plutôt une juridiction de bon sens. Mais enfin, bon. Très bien. En France, on est très très prudent sur les évolutions. Il y a encore des lois très très strictes, notamment sur les opérations. Par exemple, une jeune femme qui dit je veux me faire retirer mes ovaires parce que je veux pas d'enfant, un médecin va refuser. Donc après, c'est à l'appréciation des médecins de l'intérêt du patient. Donc il y a quand même une grande liberté du médecin en son âme et conscience par rapport au serment d'Hippocrate de faire ou ne pas faire. Il y a un secret médical aussi. Donc c'est vrai qu'on n'a parfois pas forcément des chiffres parce qu'il y a un secret médical. J'ai jamais entendu parler de thérapie, puisque si une personne est vraiment trans, depuis le docteur Benjamin, il y a eu des tentatives, et en fait, non, la seule chose qui peut permettre de soulager, c'est la transition. Maintenant, s'il y a des gens qui se croient trans et qu'on leur explique qu'ils ne sont pas trans, qu'ils sont juste homosexuels ou autres, bon, pourquoi pas, mais je sais pas si on peut appeler ça une thérapie, c'est de la psychologie. Vous jouez sur les mots parce qu'en fait, à quel moment une personne va considérer qu'elle est vraiment trans ou pas? D'ailleurs, c'est votre cas. Vous n'avez pas transitionné à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Vous avez transitionné sur le tard après avoir fondé une famille. Je crois, je veux pas avancer. La plupart des personnes trans transitionnent assez... maintenant, c'est plus facile pour les jeunes parce qu'il y a une connaissance. Mais même les plus jeunes, ils transitionnent vers 24-25 ans. Bon, par exemple, sur les listes d'attente sur les médecins, enfin les chirurgiens incompétents, ça peut attendre jusque 6 ans. Donc, ouais, mais vous avez l'air de dire, en fait, il y a le bon et le mauvais trans. Et donc, en fait, il y a des trans, c'est ça que je dis. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a normalement une personne trans, un professionnel formé, il le voit, il le sait tout de suite. Après, moi, j'ai eu des témoignages d'homosexuels qui m'ont dit, je me suis cru trans, et en fait, puis après, ça m'a passé, etc. En général, les vrais trans,
moi, je les repère très vite. Il y a des trucs qui sont très symptomatiques, qui sont évidents. Ça peut pas s'enlever par une thérapie. Moi, j'ai aucun cas d'une personne trans qui s'est dit, ah, je ne suis plus trans, quoi. Par contre, je connais des personnes homosexuelles qui m'ont dit, j'ai cru être trans, puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais juste homosexuel. On va et laisser j'ai pas Alice fait trop- répondre à ça, et après on embrayera sur un nouveau sujet par rapport à... Excusez-moi, mais cette explication, elle est bancale. On peut pas dire, ah bah moi, je sais reconnaître un trans pas tout de suite. Enfin, je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un professionnel, sur quels critères il se base pour savoir si c'est un vrai trans ou pas un vrai trans. Enfin, je veux dire, il y a des Un personnes... psychologue. Oui, C'est son métier, c'est des psychologues. le métier de psychologue, c'est pas de décerner le bon ou le mauvais trans. Je pense que c'est un peu plus Non, mais compliqué. Vous êtes le premier, généralement, à le dire aussi que il y a quand même, à ce niveau-là, c'est très compliqué, que c'est pas aussi simple que vous, dès votre, à l'école, vous avez appris que voilà, les femmes avaient un vagin, les hommes avaient un pénis, mais qu'au final, vous vous êtes rendu compte après que c'était pas aussi simple. Bah voilà, on ne naît pas forcément en disant, ah tiens, je suis trans. Donc vous-même, vous dites que c'est très difficile, que c'est pas aussi simple que ça. Donc, je vois pas comment un psychologue pourrait dire au premier regard, ah bah ça, c'est un vrai trans. Moi, je trouve ça extrêmement bancal et dangereux, d'ailleurs, comme discours, parce que dire que la solution unique, c'est la transition, et ben pour moi, c'est condamner des générations entières et surtout les générations qui arrivent, parce que vous êtes une personne de 57 ans, mais il faut penser à tous les jeunes là qui arrivent, qui se posent des questions, parce que l'adolescence est une période extrêmement difficile, on aura l'occasion d'en reparler par la suite, et à qui on répond, ah mais t'inquiète, t'es normal, t'es un vrai trans. Et en fait, la seule réponse que tu as, c'est la transition. Et je pense pas que vous, Mariko, vous puissiez savoir plus qu'un autre qui est le vrai trans, qui n'est pas le vrai trans. Juste une réponse rapide à ça, Marie. Ouais, les professionnels de santé savent discerner tout ça. Ah bon, Voilà. vous avez dit vous-même que c'était encore très flou actuellement, que c'était qu'il y avait très peu de personnel de santé qui étaient formés à cela, que les choses n'étaient pas aussi... C'est pour ça qu'il faut fermer des personnels de santé. Mais ceux qui sont formés, si vous allez chez un psychiatre standard, un pédopsychiatre qui voit un enfant trans qu'il n'a jamais vu, il saura pas faire le discernement. Par contre, il y a des gens qui sont formés, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui sont formés, ils ont l'habitude. Ils sont prudents là-dessus. Mais en général, une personne trans, elle a une conviction très forte dès le plus jeune âge. C'est ce que disait tout à l'heure Alice par rapport à la complaisance de certains médecins, c'est ça? Et de certains, surtout psychologues. Bah moi, je connais pas de médecins complaisants. Je veux bien admettre qu'il y en a parce que je les connais pas tous, mais moi, j'en connais pas. C'est bien sûr dur à déterminer. L'expérience qu'on a c'est plutôt les médecins qui connaissent pas et qui bottent en touche parce qu'ils ne connaissent pas. Des médecins formés, il y en a pas beaucoup. Très honnêtement, je peux vous donner 15 adresses que moi j'ai trouvées sur Facebook en 2-3 recherches, juste en allant sur des groupes de personnes qui étaient en recherche justement de transition, de personnes parfois mineures, qui se refilaient les bons plans, des médecins qui étaient non pas pas au courant de ce qui se passe ou mal formés, alors peut-être mal formés selon vous et selon moi aussi d'ailleurs, mais qui étaient complaisants à l'égard du fait de pouvoir accélérer ces transitions-là et de donner très facilement les petits papiers qui vont donner la possibilité soit de recevoir des hormones, soit aussi de recevoir des choses qui bloquent le développement de la puberté. Voilà, des blocs. Très bien. Après, c'est quoi qu'on appelle J'aimerais enchaîner sur du coup la deuxième partie du débat, si vous me le permettez. Donc, il y a un moment a été évoqué par Alice, notamment l'impact de certains lobbies, d'un certain lobbyisme. Alors, peut-être qu'il s'agit d'un lobby à l'intérieur de l'État, un lobby sinon à l'échelle européenne. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de mots par rapport à ça, Alice? On voit l'émergence de certains lobbies. Nous, on l'a vu notamment, alors moi plus avec mon côté militant dans les manifs féministes, on a vraiment vu cette différence entre avant où les associations à propos des personnes trans, à propos justement d'avancées des droits des personnes trans ont été totalement, étaient à ce moment-là pas mis en avant. Et puis on a vu vraiment un avant et un après, notamment dans des manifestations, on voyait des associations défiler pour la mise en place, la mise en lumière des droits des personnes trans. On a vu aussi, vous parlez que ces lobbies agissent pour la mise en lumière des personnes trans et du coup pour leurs intérêts, je suppose. Mais on pourrait vous dire, oui, mais il y a des études qui ont été montrées, des études quand même basées sur quelque chose, qui disent que les personnes en souffrance psychologique qui transitionnent ont un taux de suicide moins élevé qu'une personne qui se sentait trans mais qui n'a pas transitionné. Donc on peut vous dire que ça a un réel impact.
c'est des études en effet qui ont été sorties qui expliquent qu'à court terme les personnes se sentent mieux et se sentent dans une sorte de sentiment d'euphorie, mais qu'à long terme le phénomène, enfin le sentiment de bien-être n'est pas forcément là, pas là pour tout le monde et la dysphorie reste. Et je n'ai jamais vu moi d'études qui expliquent qu'il y a moins de suicides après des transitions. Moi j'en ai pas vu d'études sérieuses là-dessus. Et pour revenir voilà à cette histoire toujours de lobby. Pour revenir à cet impact des lobbies, on voit aussi que y a énormément de procès qui sont mis en place contre des personnalités. Aux États-Unis, par exemple, on a vu un certain nombre de choses qui ont été mis en place contre l'écrivain d'Harry Potter, justement, Madame Rowling. On voit vraiment qu'il y a une puissance de frappe qu'il n'y avait pas avant dans les associations qui mettent en avant les droits des personnes trans. Ça se ressent aussi en France, voilà, avec l'émergence de termes comme le mot de TERF pour les féministes, en tout cas, qui s'opposent à reconnaître les femmes trans comme étant des femmes, par exemple. On le voit par les mises en place de procédures de procès contre ces femmes-là, où en fait les associations payent des avocats pour les victimes, pour les personnes trans qui seraient victimes de ces fameuses TERF ou quoi, procès qui permettront d'ailleurs peut-être au droit européen d'évoluer, de faire évoluer en tout cas le droit français. Donc, du coup, peut-être que Mariko peut nous dire par rapport à ça, mais parce qu'on pourrait vous répondre, oui, mais non, c'est des personnes, les trans en l'occurrence là, sont peut-être des personnes lambda qui n'ont pas forcément les moyens de lancer un procès et ça c'est juste une aide, on pourrait vous dire. Mais une aide organisée. Déjà, c'est quoi un lobby? En France, ça a une connotation négative. Quand on dit lobby, c'est complètement péjoratif. Oui, il y a des associations, elles sont assez nombreuses, une cinquantaine qui existent, dont certaines très, très anciennes, qui ont démarré dans les années 80 avec la défense des gays. Alors, si on peut dire lobby, oui. Si une association est un lobby, oui, c'est des lobbies. Des associations qui défendent le droit de ces personnes-là, si elles le font pas, personne ne le fera. Dans le passé, sans aller très très loin, on était des personnes qu'on mettait au bûcher, qu'on exécutait. Vous allez en Tchétchénie, il n'y a pas d'homosexuels, ils sont tous exécutés. Donc effectivement, s'il n'y a pas des associations pour nous défendre, alors est-ce qu'on peut appeler ça un lobby? Oui, moi je veux bien, ça me choque pas. Il y a des lobbies de chasseurs, il y a des lobbies. Je pense quand on met lobby, c'est quelque chose qui doit être obscur, manipulateur, etc. Mais c'est des associations qui ont pignon sur rue, qui se cachent pas, qui ont des actions de défense. Comme à ce moment-là, il y a des associations de défense des automobilistes, il y a des associations de défense de toutes sortes de choses. On peut donner une connotation négative si on veut. Voilà. Oui, alors on peut appeler ça lobby. Moi, ça me dérange pas plus que ça. C'est des associations qui ont pignon sur rue. Elles sont pas cachées, elles n'ont pas une action souterraines, hein, elles ont pignon sur rue et elles défendent les personnes lesbiennes, gays, trans, etc. Donc c'est très bon, voilà, c'est normal, on est en démocratie. Elles sont pas cachées, elles sont pas occultes, hein, c'est pas des associations occultes. Donc c'est normal qu'elles soient là pour elles ont une raison d'exister, c'est la défense de ces minorités-là. Du coup, en fait, ce que vous nous dites, c'est que en fait, elles agissent de manière légitime, hein, et que c'est comme un support, comme une défense, et que les mouvements opposés sont libres de faire la même chose, c'est ça. Tout à fait. L'association de pareil, Némésis, c'est aussi une association qui défend ces trucs. Je pense que ça fait partie de la démocratie. Pour moi, un lobby, c'est négatif, c'est quand c'est caché. Alors effectivement, à Bruxelles, on sait qu'il y a des gens qui payent des restos, on a vu de la corruption, mais ça, pour moi, c'est des lobbies dans le mauvais sens du terme. Après, si on considère que des associations qui défendent des intérêts sont des lobbies, pourquoi pas? Mais il y en a beaucoup, y compris Némésis, y compris beaucoup d'autres. Moi, ça me choque pas, c'est la démocratie. Tant que c'est transparent, que c'est exprimé, qu'il y a des comptes, qu'il y a des statuts, qu'il y a des membres, etc. Moi, ça me choque pas. Pourquoi ce serait choquant qu'il y ait des associations? Vous, Alice, vous feriez coller du coup la définition de lobby que donne Mariko au statut de Némésis? Oui, je veux dire, moi, lobby, je suis pas de. Pour moi, contrairement à vous, Mariko, c'est pas un terme que j'associe forcément à quelque chose de péjoratif. Pour moi, un lobby, oui, voilà, et j'ai pas du tout. Aux États-Unis, ça l'est pas, ouais.
Ouais, en tout cas, moi, voilà, c'est pas quelque chose. Pour moi, le lobby, en fait, c'est une association qui va au-delà de son rôle peut-être juste militant d'activisme dans la rue et qui va aller faire de l'influence pour faire porter ses convictions, en tout cas, ses combats à l'échelle peut-être étatique, à l'échelle culturelle, ce genre de choses. Le gouvernement écoute beaucoup les associations, quelles qu'elles soient, parce que le gouvernement, les associations, c'est un peu les oreilles du peuple. Hein, donc souvent, l'État interroge les associations sur des sujets bien précis. Il y a un parallèle rapide qui a été fait avec les lobbies aux États-Unis. Quand on parle de lobby aux États-Unis, je pense que beaucoup pensent notamment au lobby de la vente d'armes, dont j'ai oublié le nom, désolé. Mais du coup, on pourrait vous dire. Oui, c'est un acronyme, il me semble, de 3 lettres. Oui. Et on pourrait vous dire, quand on regarde ce lobby, en fait, c'est un peu la logique de ils font a priori quelque chose, mais en fait, c'est un prétexte pour servir leurs intérêts, en l'occurrence la vente d'armes et le bénéfice. Est-ce que quelque part, à la fois les lobbies pro-trans et les lobbies anti-trans, comme Nebis d'un côté et d'autres lobbies de l'autre, ne servent pas d'autres intérêts tierces par rapport à ça? Est-ce que vous voulez répondre, Alice? Moi, je pense que en fait, je pense vraiment, après on peut me traiter, je ne sais pas s'il y a des complots qui concernent les personnes autour des débats sur les personnes transsexuelles, mais moi je pense qu'il y a des personnes, en tout cas, au sein de ces associations, au sein de ces lobbies, qui ont un réel programme de société où on pourrait fluctuer d'un genre à un autre, où on pourrait fluctuer peut-être, voilà, on ne sait pas très bien sur quoi d'autre ça pourrait être fait, et qui derrière voit peut-être aussi un business assez énorme derrière la question de la transition, puisque voilà, tout cela n'est pas gratuit évidemment, et on se dit que oui, parfois quand on voit des spectacles de personnes trans auprès des écoles primaires, voire des petites sections, on peut se demander quand même quel est l'objectif derrière. Est-ce que c'est pas un objectif sociétal, et au lieu d'un objectif qui va pas dépasser finalement juste les revendications des personnes trans? Moi, c'est une vraie question que je me pose quand je vois au sein du ministère de l'Éducation nationale, on se demande si les droits des personnes LGBT doivent pas faire plus partie du programme scolaire, plus que les droits d'autres personnes finalement. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi d'autres minorités devraient pas être dans ce cas mises plus en avant, et pourquoi voilà. Je pense qu'il y a un réel travail d'influence de la part de lobby. Je ne sais pas exactement quel est l'objectif derrière, mais je pense que c'est un objectif qui dépasse simplement les intérêts des personnes LGBT et qui a un but sociétal de vraiment que la société vraiment est infuse de personnes trans. Je sais qu'il y a même des pays qui vont imposer des quotas de personnes transsexuelles dans leur municipalité. Voilà. Les associations, il y en a beaucoup, elles sont très diverses. Par exemple, il y a des associations d'assistance aux parents, il y a toutes sortes d'associations. Des associations militantes, transactivistes avec une idéologie sont au final assez minoritaires. La plupart des associations, c'est des associations d'accompagnement, d'aide pour justement pallier au manque de personnel de santé. Ces associations-là discutent avec les personnels de santé pour mettre en place des protocoles. Donc, il y a toutes sortes d'associations. Là, il y a même des associations maintenant pour les parents qui ont des enfants trans, pour les aider à comprendre, à faire un soutien psychologique, etc. Il y a toutes sortes d'associations qui sont très différentes. C'est pour ça qu'il faut pas tout ramener à quelques associations militantes très politisées, très influencées par le wokisme américain, et qui effectivement veulent voilà, qui ont parfois un jargon assez lunaire. Par rapport à ça, en fait, moi j'ai vu 2 points principaux dans ce que disait Alice. Donc d'une part, il y avait par rapport au plan de société en fait qu'auraient ces lobbies. Alors je sais que Mariko, vous ne vous revendiquez pas forcément des façons de penser les plus, on va dire, les plus extrémistes ou avancées des mouvements actuels. Mais on pourrait vous dire, oui, mais en fait, ils se servent de vous, ou éventuellement vous ne voyez pas venir, que plus tard, ils insisteront pour continuer et dépasseront ce que vous voulez. Non, parce qu'en fait, ces associations-là, je vais pas dire qu'elles me harcèlent, mais elles sont pas très contentes parce que j'ai un message qui est plutôt apaisé, d'essayer d'expliquer les choses. Effectivement, il y a des associations trans qui sont assez politisées, que je cautionne pas. Après, c'est leur business, c'est pas le mien.
Pour moi, je pense qu'elles nous font beaucoup de tort parce que justement, elles exacerbent les passions avec un discours qui est parfois marxiste, qui est parfois anarchiste, qui est un discours qui est parfois difficile à suivre avec un jargon. Parfois un peu trop ancré dans la politique aussi pour certains. Voilà, et très ancré dans la politique, parfois avec des discours hallucinants et parfois des comportements très agressifs. Je prends l'exemple de ce qui est passé au Café Laïque à Bruxelles. Des militants sont arrivés cagoulés à jeter des excréments. Moi, je peux pas admettre ce type de comportement-là. C'est inacceptable. C'est pas ça la démocratie. La vraie démocratie, c'était de rentrer, d'aller discuter avec cette personne, d'argumenter, comme on fait ce soir. Voilà. Donc il y a des gens extrémistes qui sont dans la colère, qui sont dans le truc. Bon, souvent des gens assez jeunes. Bon, moi je discute avec ces associations. On est rarement en phase. Et puis il y a des associations beaucoup plus posées, qui sont dans la recherche de solutions, qui sont dans la recherche d'informations, qui font des propositions au gouvernement, qui essayent de mettre en place des protocoles de santé. On peut pas amalgamer sur un seul type d'association. Il y a différents trucs, comme dans tous les milieux à ces extrémistes. On a aussi des extrémistes, ça c'est clair, mais ils ne sont absolument pas représentatifs. Moi, je peux vous dire, je reçois tous les jours des mails, des trucs en me disant ton discours me convient mieux parce que je me retrouve pas dans ces discours woke, je me retrouve pas dans ces discours-là. Nous, c'est pas ça, nous on n'est pas ça. On veut juste vivre en paix, on veut pas changer la société, on veut notre place dans la société. C'est pas du tout la même chose. J'aimerais du coup demander à Alice ce qu'elle penserait du coup d'une vision plus proche de celle de Mariko que de certaines associations peut-être plus extrémistes. Est-ce que ça vous conviendrait mieux, par exemple, dans le champ politique actuel, une vision plus modérée comme celle de Mariko, qui entre autres discute? Je sais pas si vous êtes plus modéré, Mariko, parce que certes, vous ne me balancez pas des excréments à la figure, mais qui me dit que demain, vous n'allez pas me traîner en procès parce que j'ai eu le malheur de dire qu'une femme trans n'était pas une femme. Et finalement, c'est ce que vous avez fait avec Dora Muto, donc c'est une façon différente de faire, mais c'est pas moins extrême pour moi. Première chose. Je vais répondre à ça parce qu'effectivement, c'est ce qui est dit. En fait, le procès contre Dora Muto, c'est pas du tout ça. Dora Muto pense ce qu'elle veut. Bon, elle est dans une vision du comme on dit, féminisme essentialiste. Ça fait 40 ans qu'il s'oppose au féminisme universaliste. Le débat est pas tranché chez les féministes. Elle est de cette tendance-là. Moi, je me prononce pas. Je suis pas spécialiste du féminisme. Elle pense ce qu'elle veut. Moi, ça me dérange pas. Bon, si elle pense que je suis un homme, elle est droite de le penser. Le problème, il est pas là. Le problème de Dora Muto, c'est qu'elle fait de la diffamation. Elle rapporte des faits qui ne sont pas vrais. Elle fait croire aux personnes que les femmes trans sont des pervers sexuels qui se déguisent en femmes pour aller violer les femmes dans les prisons. C'est ça que je critique. C'est de l'incitation à la haine, ce qui est pas vrai. Alors, il y a peut-être 2-3 cas connus aux États-Unis qui sont marginaux. On est 4 milliards, non, on est combien? On est 8 milliards d'habitants. Combien de violeurs, de prédateurs qui sont pas trans? Et donc, elle jette l'opprobre sur une catégorie de gens qui subissent le viol, qui subissent les agressions, qui subissent pas mal de choses, et on fait croire que c'est ces gens-là qui vont venir violer les femmes. C'est ça que je critique. Parce qu'elle pense sur le genre. Des critiques du genre, il y en a toujours eu. Moi, elle pense c'est ce qu'elle veut. Est-ce que dire c'est qu'on est plus des clair? prédateurs sexuels, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter. Les femmes qui pensent qu'ils vont en prison, elles sont violées. Tiens, parlons-en parce que je pense que c'est un vrai sujet qui a été mis quand même sur la table parce qu'il y a eu plusieurs affaires aux États-Unis par rapport à ça. Donc, pour resituer le contexte pour les spectateurs, c'était les histoires donc de personnes aux États-Unis qui se définissaient d'un genre opposé à leur sexe, qui pour aller dans une prison qui était du coup opposé à leur sexe et qui en fait se révélaient être des violeurs. Est-ce que vous voulez dire un mot par rapport à ça, Alice, à ces histoires? En fait, on peut pas, Mariko, on peut pas en vouloir à des femmes d'avoir peur, en fait, quand on vous lit toutes ces histoires-là. En effet, je pense, évidemment, sinon ça arriverait quand même beaucoup plus souvent, que c'est pas toutes les personnes trans qui sont des pervers sexuels et qui fantasment à l'idée de se grimer en femme dans le but d'ensuite aller dans des vestiaires violer des petites filles. Je me doute bien que ce n'est pas ça, mais vous ne pouvez pas en vouloir aux femmes et vous ne pouvez pas les condamner de ne pas vouloir, en fait, qu'il y ait des personnes trans dans leur vestiaire parce que on lit qu'aux États-Unis, ça se passe très mal. Et il n'y a pas un cas, il y en a presque tous les jours, des cas comme ça, malheureusement. Heureusement, il y a d'autres associations féministes là qui font pression pour ne pas que, par exemple, un violeur récidiviste aille en prison pour femmes parce qu'il se découvre du jour au lendemain une identité de femme. C'est des choses qui sont arrivées et qui ont failli arriver quand même. C'est pas des fantasmes de féministes extrémistes, enfin. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc oui, c'est normal que les femmes aujourd'hui
ont peur, qu'elles appréhendent ce genre de choses parce que ça existe. Et d'ailleurs, je crois que je suis allée voir un petit peu votre site internet parce que j'ai un petit peu préparé quand même le débat, etc. J'ai vu, vous me dites si je me trompe, que vous proposiez d'ailleurs qu'il y ait des vestiaires ou des toilettes exprès, je crois, pour les personnes trans. Donc c'est bien aussi qu'il y a peut-être quelque chose à faire. C'est pas ça. Moi, je propose des toilettes non genrées avec des cabines justement pour qu'il n'y ait pas de soucis. Alors, sur l'histoire des prisons, il y a eu des cas aux États-Unis. On me sort aussi l'Iran, pourquoi pas la Corée du Nord. Donc, il y a eu des cas qui sont quand même je pense qu'il y a quand même un pas entre la Corée du Nord et les États-Unis en termes. Ah, mais voilà, on m'a sorti aussi l'Iran, on m'a sorti des trucs. Oui, il y a des cas dans le monde. On m'a sorti un cas en Inde. Bon, moi, j'en ai recensé une dizaine sur toute la planète. Alors, je veux bien que ça fasse peur, mais aujourd'hui, vous avez plus de chances d'être violé par un prof de moniteur de tennis ou par un prêtre pédophile. Par contre, ça, c'est des millions de cas à travers le monde. Donc, on se focalise sur des personnes trans, sur des cas qui peut-être certes existent, qui sont rares, qui sont plus liés à l'incurie de l'administration pénitentiaire de se faire bluffer par des prédateurs sexuels qui sont passés pour des trans. Parce que j'ai vu la tête de certains, enfin, moi, je suis désolé, mais quand j'ai vu la tête de ces personnes-là, faut être stupide pour dire que c'est une personne trans. Et aller mettre ça dans une prison pour femmes, c'est encore plus stupide. Donc c'est l'incurie de l'administration pénitentiaire, mais ça n'arrive pas en France. Donc on peut toujours chercher des exemples à travers le monde de cas terribles et dire ça pourrait arriver en France. Ben oui, mais ça on attise la peur, on attise la haine, c'est ça qui est pas acceptable. C'est des cas ultra minoritaires dans des pays éloignés qui n'ont pas les mêmes lois qu'en France. Moi, j'ai regardé les trucs de l'administration pénitentiaire. Les femmes trans, eux, ils n'ont pas de consigne particulière. Si tout dépend des papiers d'état civil, et en fonction de ça, 9 fois sur 10, la personne, elle est en isolement. Parce qu'une femme trans dans une prison pour hommes, elle se fait violer 20 fois par jour. Et dans une prison pour femmes, ils la mettent en isolement. Donc, c'est pas du tout la situation qui est décrite. Donc, on fait des fantasmes sur des choses qui se sont produites ailleurs. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est de l'incitation à la haine, parce qu'on prend des cas anecdotiques, on essaye de faire croire qu'il y a un véritable danger pour les femmes en France, alors que c'est faux. La majorité des femmes trans, c'est elles qui sont violées et pas le contraire. Du coup, Alice, vous entendez ce que dit Mariko? Je l'entends, mais après, en fait, c'est un petit peu facile aussi de dire ça existe dans les autres pays, ça n'arrivera pas chez nous. C'est aussi facile de dire. J'ai pas dit que ça n'arrivera pas chez nous, j'ai dit que ça n'arrive pas chez nous parce qu'aujourd'hui, les conditions de l'administration pénitentiaire, quand une femme trans arrive, si elle est à l'état civil, si elle est homme, elle va dans une prison pour hommes, elle est en isolement parce que sinon, elle est pointée. Donc, ça veut dire qu'elle va être violée. Et si elle est considérée comme femme, elle est mise en isolement dans une prison pour femmes. L'administration pénitentiaire française est quand même plus vigilante. On va laisser répondre Alice à ça. On fera comment le jour où changer d'identité de genre sera encore plus facile, quand une personne voudra aller dans des vestiaires pour femmes avec une carte d'identité de femme et qu'on se rendra compte peut-être qu'au final c'était le début d'une série de viols. On ne sait pas en fait. Et peut-être que l'administration pénitentiaire fera attention, mais je peux vous assurer que les vestiaires Basic Fit, ils feront pas attention eux. Et malheureusement, on ne sait pas avec qui on peut se retrouver aujourd'hui dans les vestiaires. On a peur, oui. On peut toujours spéculer sur des choses qui arriveront dans le futur. Du coup, ma transition est tout trouvée parce qu'on évoque donc la séparation forcée des hommes et des femmes dans les prisons, mais du coup, on peut aussi ramener ça au cas du sport, notamment de la compétition sportive. Et donc des transsexuels dans ce genre de compétition. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire le problème, Alice ? Alors oui, il y a eu plusieurs problèmes. Là encore, on va me dire que c'est aux États-Unis et que du coup, c'est pas obligé que ça arrive chez nous, mais parce que la juridiction, comme vous l'avez dit, n'est pas non plus la même pour l'instant. Et du coup, oui, il y a eu plusieurs cas, notamment dans des compétitions sportives. Et je parle bien de compétitions. Alors, en tout cas, je sais qu'en France, dans les compétitions, c'est pas encore le cas, mais aux États-Unis, c'est le cas où on permet à des femmes trans donc d'être en compétition avec des femmes qui sont nées biologiquement femmes. Et à ce titre, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, vu que c'était
des femmes trans donc nées hommes, avec donc une musculature d'homme, avec des hormones masculins, avec voilà une ossature, une possibilité sportive aussi, parce que naturellement on n'est pas égaux, eh bien ils gagnaient les victoires. On s'est rendu compte, là je l'ai partagé sur mon Insta aujourd'hui, que c'est arrivé il y a encore quelques jours, et voilà, et un homme qui échouait dans les compétitions de son poids, etc., va réussir quand il décide de transitionner. Alors du coup, là, pareil, on peut se demander quelles sont les réelles motivations dans un premier temps, et puis surtout l'invisibilisation des femmes qui est derrière, parce que voilà, il y a bien un truc qu'on n'est pas égaux. Par rapport à ce que vous disiez, le risque de vouloir quelque chose et que au final ça aille trop loin, il semble qu'au début Biden avait dit que ça ne serait pas dans les compétitions sérieuses, et c'est arrivé dans les compétitions sérieuses, c'est bien ça? Alors, je n'étais pas au courant de cette information, mais je sais qu'aujourd'hui, oui, c'est dans les compétitions sérieuses que ça arrive. Les femmes trans, donc nées hommes, vont plutôt avoir des compétences, enfin des capacités à gagner, en tout cas dans les sports de force, le MMA, l'athlétisme, ce genre de trucs. Évidemment, sur d'autres sports qui nécessitent d'autres compétences, on les verra pas forcément briller. Mais voilà, dans les sports de force, en tout cas, c'est évident que c'est eux qui vont avoir des facilités. Alors, du coup, je pense que Mariko pourra vous répondre à ça, mais c'est pas un problème qui est nouveau et qui ne risque pas de s'arrêter, même si on règle le problème des trans soudainement. Allez-y, Mariko. Moi, je vous conseille, j'ai republié un post fait par une scientifique américaine sur YouTube qui traite de beaucoup de choses, de la physique quantique, de l'électronique, et elle a abordé ce problème-là. Je vous conseille d'aller voir sur Twitter parce qu'elle est assez factuelle et elle est assez mitigée, en fait. Elle dit que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, donc moi j'ai regardé un petit peu les choses. Donc alors déjà sur les trans hommes, qui font de la compétition, faut être très clair, ils ont quasiment peu de chance. Voilà. Donc il faudra vraiment y aller pour la participation parce que je pense qu'ils ont peu de chances de gagner. Pour les trans femmes, il y a effectivement un avantage. Alors, l'avantage c'est essentiellement musculaire parce que elles sont plus grandes, mais aujourd'hui, alors après, ça dépend dans quel sport femme on va. Si c'est dans la gymnastique rythmique et sportive ou il y a des sports où de toute façon, elles sont pas avantagées. Donc effectivement, c'est dans les sports de force. Dans les sports de force, la masse musculaire est un avantage. Ce qu'on en sait sur des femmes trans qui sont sous traitement hormonal, très rapidement, la masse musculaire baisse au bout de quelques années, d'après les études. Et donc ce truc YouTube que je vous parle là, et justement ils en parlent, ils mettent des chiffres, etc. Donc la masse baisse, mais ça reste quand même dans certaines situations, ça peut être avantageux. Alors il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, on commence à avoir du retour, et c'est vrai qu'on peut s'interroger. Là, on a un champion qui était dans les Navy Seals, les forces spéciales américaines, qui ensuite a fait du MMA. On peut s'interroger sur son honnêteté, quoi. Donc des tricheurs dans le sport, il y en a. Je pense qu'il y en a. Moi, je sais pas, une femme trans qui fait de l'haltérophilie, j'y crois pas trop, quoi. Parce que en règle générale, le traitement hormonal n'est pas compatible avec ça. Vous avez de la fonte musculaire, etc. Puis bizarrement, des gens qui changent de catégorie, qui se découvrent trans, moi je suis sceptique. Effectivement, il y a des personnages comme ça. Alors, des tricheurs dans le sport, il y en a toujours eu. Vous nous dites c'est quelque part on va dire une minorité, et et aussi même régler ce problème ne réglera pas tout à cause de ce que vous avez évoqué. Je pense, moi je m'interroge sur ces gens. Alors je vais pas leur porter un discrédit parce que je connais pas le dossier, mais je m'interroge. Si on peut laisser Alice Cordier répondre juste par rapport à ça, du coup, au fait que c'est principalement donc une minorité et que ça ne réglerait même pas tout le problème. En fait, c'est pas une minorité, c'est à partir du moment où une femme trans concourt en même temps qu'une femme qui est née biologiquement femme, enfin une femme quoi, c'est sûr qu'il y aura un déséquilibre, enfin c'est quasi évident. Moi j'ai pu faire du sport de combat, je fais aussi de la muscu, je le vois très bien, à poids égal, taille égale, un homme sera plus fort que moi parce que la musculation est différente, parce que la testostérone aide beaucoup, et ça je peux vous dire, la différence que j'ai avec les hommes en salle de muscu est énorme, au niveau ne serait-ce que de l'énergie. Et aussi au niveau de la prise de muscle aussi, il me semble qu'il y a tout un ensemble de mécanismes. Bien sûr, au niveau de la prise de muscle, quand même des femmes prendre de la testostérone pour pouvoir augmenter en fait leurs compétences au niveau de la musculation. Donc, et du coup, c'est ce que vous disiez, Mariko, par rapport à la prise de testostérone. Au début, ça aide beaucoup, mais ça se tasse très vite une fois qu'on en prend depuis plusieurs mois ou années. Si vraiment la personne est trans et qu'elle a un traitement féminisant, oui. Alors,
D'ailleurs, le CIO, parce que quand même, alors il y a deux choses, il y a le sport amateur, il y a le sport professionnel. Dans le sport amateur, c'est open bar, effectivement, c'est déloyal, puisqu'effectivement, il y a des femmes trans qui arrivent, il n'y a pas de contrôle, voilà. Donc, effectivement, dans le sport amateur, dans le sport professionnel, il y a des enjeux financiers importants. Donc, la CIO a essayé de trouver des règlements, etc. Ils n'ont pas réussi à déterminer les catégories hommes ou femmes par rapport aux chromosomes, par rapport, etc. Ils en sont venus juste au taux de testostérone, ce qui est pas stupide puisque le taux de testostérone, c'est ce qui va donner l'avantage physique. Donc, ils sont arrivés à des estimations de taux de testostérone. Ce qui fait que aujourd'hui, on a 2 femmes de naissance qui aujourd'hui sont exclues des compétitions, qui doivent prendre un traitement féminisant alors que ce sont des femmes. Parce qu'elles ont une hyper-androgénie naturelle. Et là, ce qui est embêtant, c'est ce qu'explique cette spécialiste dans YouTube, c'est qu'ils se sont rendus compte, et ce qui embête le CIO, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'intersexués dans les sportifs. C'est-à-dire des femmes J'aimerais qu'on aille sur ce thème, justement, plus général même que juste le sport, des intersexués. Donc, je termine juste ça, c'est qu'en fait, on se rend compte maintenant, c'est que ça passait inaperçu, mais que dans le sport, il y avait des intersexués qui avaient un avantage. Voilà, donc le débat se pose à partir de quand un avantage est éthique, pas éthique. Voilà, quand vous avez des personnes qui viennent... Si je peux demander à Alice, vous entendez qu'en fait, il y a un problème qui n'est pas lié que aux trans. Les intersexués, ça existe depuis longtemps. Et on découvre que maintenant qu'il y a ce problème. Donc, régler le problème des trans n'aidera pas forcément. Est-ce qu'il faut, selon vous, faire une catégorie par femme intersexuée, femme trans? On va laisser la parole à Alice Cordier par rapport à ça en premier. Bah, je pense que la question des intersexués, elle est quand même... Enfin, là, pour le coup, on est dans l'exception de l'exception, quoi. C'est pas... S'il y avait un taux énorme de personnes intersexuées... c'est 20 000 naissances par an. 20 000 naissances par an. Donc ça, on a des chiffres parce que c'est médical. Il y a des chiffres. Non, on ne peut pas dire 20 000 sportifs. Donc, en fait... Non, bien sûr. Mais c'est pas neutre. C'est-à-dire... Mais... Justement, comme ils ont un avantage, on va laisser juste Alice continuer parce qu'elle a un peu de retard sur son temps par rapport à ça, et vous répondrez bien sûr. Non, et puis en fait, je pense qu'on se creuse quand même beaucoup la cervelle pour des choses assez simples qui sont de l'ordre du biologique pour le coup, pas du tout de l'idéologie. Et le but n'est pas de mettre, d'empêcher des gens de faire du sport. Seulement, voilà, la biologie montre que même avec des traitements hormonaux qui au niveau d'œstrogènes, alors je sais pas exactement comment ça se passe les traitements hormonaux pour les personnes trans d'ailleurs. Ça mettrait des années pour que une personne née homme puisse atteindre un niveau au niveau des femmes. Et puis, le temps qu'ils prennent, en tout cas, ces hormones, les muscles ne diminuent pas forcément, l'ossature est restée. Enfin, il y a quand même des choses il y a pas c'est pas qu'une question d'hormones. En fait, pour moi, la question ne se pose pas. Et je pense pas. Pour moi, la seule solution pour éviter une inégalité, pour le coup, ce serait vraiment de ne pas donner la possibilité, au moins pour les compétitions sportives, à des femmes trans, et aussi pour des hommes trans, parce que ils seront en discriminés, en fait, naturellement par rapport à des hommes biologiques. Mais vous évoquez d'ailleurs, sortant un peu du cadre juste du sport, vous évoquez les inégalités. Moi, j'aimerais votre point de vue par rapport à la parité salariale, maintenant qu'on a donc les trans de façon plus dans le débat, mais aussi les intersexes. J'aimerais votre point de vue sur ça. Comment faire une parité salariale maintenant qu'on peut changer de sexe? Est-ce que pour vous, un trans qui était un homme devenu femme vole la place d'une femme ou pas? L'homme l'a jamais faite. Non. Ah non, mais en règle générale, quand vous faites une transition, vous êtes viré, hein, je vous le dis. Il y a une discrimination sur les personnes trans, la plupart se retrouvent au chômage. Le taux de chômage chez les personnes trans, il est énorme. Faut être réaliste. Il y a que les grosses boîtes où ils ont des DRH, où ils ont peur d'être attaqués en justice, mais en règle générale, on vous met au placard ou on vous vire. Donc, non, votre question est un peu bizarre, mais elle est un peu surréaliste, je pense. Oui, puis c'est pas, pour l'instant, on a très peu de recul en fait par rapport à ce genre de choses, parce qu'en effet,
Déjà, en fait, il y a deux populations. Il y a les adolescents ou les mineurs, en tout du moins, où on a l'impression qu'en tout cas auprès de notre génération, il y a vraiment la question de la transidentité qui se pose. Et puis il y a des personnes en effet plus âgées qui sont déjà dans le monde du travail et qui là, comme nous dit Mariko, sans doute en subissent les conséquences. On a très peu de recul par rapport à ça, donc je vous avoue que votre question j'ai pas. On parlera dans 10 ans ou dans 20 ans quand on aura. On pourrait peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans pour en parler. Non, mais puis, de toute façon, l'égalité salariale, c'est un sujet qui est compliqué, hein, parce que même dans les bonnes volontés, ils n'y arrivent pas. Donc, même les sociétés qui veulent faire des efforts là-dedans, ils se rendent compte qu'il reste toujours des écarts, parce que le salaire, c'est pas un critère. On n'est pas dans un système soviétique, c'est pas des grilles. Alors dans la fonction publique un petit peu, mais dans le privé, c'est une question d'offre et de la demande. Hein. Les postes très demandés sont bien payés, les postes moins demandés sont moins payés. Enfin, il y a un critère économique, c'est pas que des critères sociaux. C'est beaucoup plus compliqué. On approche du temps de débat qui était alloué. Moi, j'aimerais d'abord, Mariko, votre mot sur ce débat pour essayer de résumer un peu ce qui a été dit. Et ce qui, selon vous, quelle leçon doit être tirée de ce débat et qu'est-ce qui devrait être fait? Et je laisserai Alice conclure là-dessus. Je pense qu'il faut dépassionner le débat parce que derrière, il y a des personnes qui souffrent. C'est trop politisé à mon goût. Faut laisser les protocoles de santé se mettre en place. Faut former les professionnels. Et je pense qu'il faut pas avoir peur, faut pas dramatiser les choses. Alors oui, on voit des excès dans certains pays, mais c'est pas le cas de la France. C'est ce que je dis. Vous allez aux États-Unis, vous payez, vous avez. C'est triste à dire, c'est comme ça. Vous avez de l'argent, on vous fait l'opération. Hein. C'est très clair. C'est pas du tout le cas en France. Donc je pense qu'il faut dépassionner le débat en France, arrêter d'avoir. Après, il y a des vraies questions qui se posent, mais je pense que le bon sens doit l'emporter. Que ce soit pour l'histoire des vestiaires, moi je suis désolé, mais quelqu'un effectivement qui a des attributs masculins n'a pas à se promener à poil dans les vestiaires, c'est clair, c'est de l'indécence. Voilà. Après c'est du bon sens, il y a des choses comme ça. Donc faut revenir au bon sens, faut revenir à la discussion, faut dédramatiser. Et attention sur les chiffres, on n'a pas assez de recul sur beaucoup de choses. Alors on en a sur certains trucs quand c'est médicalisé, parce que là on peut faire des statistiques. Je vais laisser Alice conclure par rapport à ça. Donc les mots-clés, dédramatiser et prendre du recul par rapport à la situation. Il peut aller à tête. Moi je pense surtout qu'il faut aussi regarder ce qui se passe dans les autres pays, qu'il faut regarder comment ça évolue, quelles lois mènent à quelles dérives, encadrer évidemment. Ça c'est sûr, et encadré au niveau aussi des professionnels de santé. Maintenant, voilà, moi je reste aussi sur mes positions sur le fait qu'il y a d'abord aussi une invisibilisation de la femme, puisqu'on vient même à se demander ce qu'est une femme aujourd'hui. C'est malheureusement quelque chose qui nous semblait pourtant très logique il y a quelques années. Et puis, voilà, ce côté, est-ce que la transition est la seule et unique réponse? Moi, je ne pense pas. Et je pense voilà, qu'il y a toute une génération, et je ne parle pas de la génération de Mariko, je passe vraiment d'une génération plus de jeunes, quoi, de mon âge, qui considère que voilà, il y a... qui est une génération très radicale, qui est vraiment très influencée par les États-Unis, et je pense que l'on risque plus d'avoir affaire à ce genre de personnes avec une idéologie woke qui s'inscrivent en France, notamment peut-être avec le droit européen, plutôt qu'à une idéologie plus modérée qui est celle de Mariko. Voilà. Très bien. Bon, merci à vous deux pour ce débat. Alors, si vous êtes actuellement en train d'écouter ce débat, ne quittez surtout pas parce que ça n'est pas fini. Donc maintenant, on va passer à une seconde phase, une phase d'échange avec nos auditeurs. Donc je vais vous transmettre quelques questions. Les questions que vous pouvez poser dans le chat sont ouvertes. Vous pouvez vous adresser à l'un, à l'autre ou aux deux. Et elles tenteront d'y répondre du mieux qu'elles peuvent. Donc, première question de Méga Duanra. Est-il normal que des trans participent à des compétitions sportives avec les femmes naturelles? Alors, qui voudrait commencer par rapport à ça? On en a déjà un petit peu parlé. Ça a été un peu évoqué déjà. Un peu évoqué. Je pense que c'est un sujet compliqué. Je pense que les instances sportives doivent faire la police un petit peu là-dedans et définir des règles éthiques. Voilà, parce que sinon effectivement ça peut être perçu comme de la triche, ça c'est clair quoi. Donc, mais je pense que les instances sportives doivent traiter ce cas-là avec intelligence quoi. Moi
pas ça normal du tout, parce qu'on part là tout de suite, les femmes biologiques partent avec une inégalité voilà, dès le début. Alors, j'ai pas non plus de solution à proposer, hein, donc je sais que c'est toujours un peu facile de critiquer et de dire ce qui va pas. Mais voilà, moi je m'y oppose et peut-être que c'est une discrimination, mais malheureusement, en fait, on peut pas régir pour les minorités maintenant. Question de Arthur de Holm. N'y a-t-il pas de gros risques à transformer l'être humain en Monsieur Patate démontable, sans oublier les risques liés à l'appétit des sociétés pharmaceutiques et de santé, donc les lobbies qu'on évoquait? Ne faudrait-il pas simplement, la question est un peu longue, ne faudrait-il pas simplement mieux suivre les personnes touchées, faire l'effort de les réconcilier avec leur sexe ou les aider à vivre et éduquer, plutôt que directement charcuter avec des aspects indélébiles qui s'en suivent? Donc c'est un peu ce dont on parlait au début. Peut-être que vous voulez commencer là-dessus, Mariko? Ça, c'est un truc qu'on entend souvent, le lobby pharmaceutique ou autre. Ça, c'est un faux problème, puisqu'un traitement hormonal, ça coûte rien. La boîte, elle doit coûter 3,40 € et l'œstrogel, ça doit coûter 10 € pour un mois. Donc, c'est pas un truc où l'industrie pharmaceutique va gagner de l'argent, beaucoup moins qu'avec la pilule contraceptive qui concerne des milliards de femmes à travers le monde et qui en prennent tous les jours. Donc ça, je pense que c'est de l'ordre du fantasme. Une opération de type vaginoplastie ou autre, on est dans l'ordre du 20 000 € pour donner une ordre de grandeur. Une opération pour un AVC, ça va jusqu'à 500 000 €. Non, c'est pas un gros business là-dessus. C'est pas là-dessus qu'ils vont aller. Il faut mieux qu'ils aillent sur certains médicaments anticancéreux, anti-VIH, anti-Covid, que là-dessus. C'est pas un argument. Franchement, c'est pas un argument, ce truc-là. Donc vous en pensez quoi, Alice? Pas un argument, pas de bénéfice a priori, selon ce que dit Mariko, à inciter les gens à faire des transitions. Peut-être qu'il y a des intérêts. Moi, je pense que le lobby les lobbies qui existent, en tout cas pour moi, ne sont peut-être pas limités à l'aspect financier, mais vraiment à une idéologie sociétale. En tout cas, je le crois. Moi, surtout, oui, ce que je partage, en tout cas, dans cette remarque, c'est le fait que on va arriver à proposer des solutions de transition, j'ai l'impression, assez rapidement, peut-être parfois sans avoir beaucoup de réflexion, sans permettre une thérapie. Moi, je radote, mais je reste vraiment sur cette idée-là, parce que voilà, quand il n'y a pas vraiment de retour en arrière une fois qu'on a coupé, quoi. Et je trouve ça assez dramatique, et on voit d'ailleurs des drames à cause de ça. Donc ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, voilà, je suis pas au courant, en tout cas, de tout ce qui se trame au niveau peut-être financier. Très bien. Alors moi, j'avais peut-être une question par rapport à ça, juste par rapport à ce que vous dites, Alice Cordy. Vous dites, il faut pas aller dans des dommages irréversibles sur le corps, mais on pourra vous dire que c'est du temps perdu où la personne peut se sentir mal pendant des années, voire des dizaines d'années. Vous avez dit, Mariko, que les gens transitionnaient très tard. Vous-même avez transitionné tard, il me semble. Dans ma génération, oui, parce qu'il y avait pas les protocoles, tout ça. Par contre, on sait que le taux de suicide chez les jeunes trans est de 50%. C'est énorme. C'est le plus haut taux de suicide. Et par contre, une fois que les opérations, les transitions sont effectuées, il y a un mieux-être qui est important. Ça, on a des chiffres là-dessus parce qu'on a des mesures depuis quand même 20 ans là-dessus. Des gens qui regrettent, c'est très très faible. On est à 0,4% dans les chiffres qu'on a. Une étude qui a été menée aux États-Unis sur une période assez longue et qui va s'affiner d'année en année. Et la plupart du temps, c'est les gens ils regrettent, c'est parce qu'après on leur a pourri la vie. Mais c'est pas pour la transition en elle-même, c'est parce qu'après ils se sont rendus compte que ils perdaient leur travail, la famille voulait plus leur parler, etc. Donc des vrais regrettants, statistiquement aujourd'hui, on en a. C'est intéressant ce que vous dites là, c'est parce que souvent on parle du coup des transitions. Vous en avez brièvement parlé, Alice. Et en fait, le motif des transitions, selon ce que dit Mariko, ça ne serait pas tant que les personnes sont toujours mal dans leur peau, c'est au contraire que la société fait une certaine pression qui les fait encore plus regretter. Donc est-ce que c'est pas la solution que préconise Mariko, de changer un peu la société et le point de vue de la société par rapport à ces gens-là? Non, de toute façon, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a une souffrance, c'est que, je veux dire, personne n'a à se moquer d'une souffrance, personne n'a
à blâmer quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, là-dessus, c'est évident. Il y a des problèmes aujourd'hui de harcèlement à l'école, etc. On le sait. Pas concernant que des personnes trans, mais une méchanceté qu'on peut trouver chez les enfants qu'on ne voyait pas ailleurs, mais aussi peut-être parfois aussi chez les adultes, une incompréhension en tout cas. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs études quand même et que certaines études disent certaines choses et d'autres un petit peu l'inverse, parce que d'autres études vous diront que la dysphorie ne part pas avec la transition, que les gens ont l'impression de se sentir mieux, mais que finalement c'est plutôt une solution à court terme. Donc finalement, voilà, le problème ne part pas finalement. Donc je ne suis pas sûre que ce soit... Je sais pas, de mon expérience personnelle, j'ai des personnes trans, j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. J'en ai jamais rencontré une qui a détransitionné et j'en ai jamais rencontré une qui a regretté. Donc, je veux bien que ça existe. Moi, personnellement, j'en ai jamais rencontré. Alors, les chiffres, c'est compliqué parce qu'il faut vérifier les sources, machin. Bon, moi, les associations me disent oui, on a des cas, mais c'est très très rare. Après, on a des gens qui ont commencé une transition, se sont rendus compte qu'elles étaient lesbiennes, elles ont regretté, mais c'est parce qu'elles étaient lesbiennes, pas parce qu'elles étaient trans et qu'elles ont regretté la transition, c'est parce qu'elles se sont plantées. Malheureusement, des fois, on fait des choix de vie, on peut se planter dans la vie. C'est dommage. C'est pour ça que l'accompagnement est important pour ces gens-là, en disant attention, t'es sûr? Moi, pendant longtemps, on m'a dit que j'étais gay. Mais je dis mais non, je suis pas gay. Mais on m'a dit ça. Oui, bon. C'est une question d'un de nos auditeurs. Alors peut-être question un peu personnelle. Vous dites que vous avez beaucoup d'expérience avec les personnes trans, mais vous ne citez jamais vous. Mais je comprends parfaitement. Mais la question c'est est-ce que ça a été difficile pour vous toute cette démarche? Et au final, qu'est-ce que vous auriez espéré maintenant a posteriori que par exemple l'État fasse pour vous à cette période-là? Moi, ça a été très long parce que d'abord, il y a très peu de chirurgiens, par exemple. Voilà, il y a très peu de chirurgiens. Des psys formés à ça, vous avez entre 1 an et 2 ans d'attente avant d'être prise en consultation. Et ensuite, vous êtes suivi pendant 2 ans. Puis après, vous avez le traitement hormonal minimum pendant 2 ans. En fait, les transitions, c'est pas un truc rapide parce qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque de professionnels. Puis il y a des étapes en France. Voilà, personne vous fera une opération s'il ne fait pas au minimum 2 ans de traitement hormonal. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous enlevez les testicules, votre taux de testostérone chute. Donc, si vous l'avez pas fait baisser avant progressivement, c'est une catastrophe. Donc, c'est pas un truc rapide. C'est pas du tout rapide. Ça prend du temps. Et puis aussi une adaptation sociologique, familiale. C'est pas un truc rapide. C'est pas. Moi, je connais pas quelqu'un qui l'ait fait rapidement. Ça prend quelques années. Des bons chirurgiens, ça va jusqu'à 6 ans d'attente. Moi, je vais pas vous donner les noms de maîtres de chirurgiens parce que j'ai pas le droit. Mais les meilleurs, on est à 6 ans d'attente pour certains. Certains 2 ans. Après 2 ans de suivi par un psy, ça fait déjà 4 ans. 2 ans d'hormonothérapie. Vous voyez ça. Alors après, on peut aller à l'étranger. Ceux qui ont de l'argent, ils vont à l'étranger, ils payent. Bon. Moi, j'en connais qui ont fait ça. Ils vont en Thaïlande, ils payent. Mais en France, c'est pas rapide. C'est pas un business. D'ailleurs, même il n'y avait pas beaucoup de chirurgiens français dans les années. Ils se sont formés récemment. Ils ont été en Thaïlande se former ou au Canada. Ils sont pas encore très nombreux. Donc moi, c'est pas le vécu que j'ai. J'aurais demandé par rapport à Alice, est-ce qu'on prend pas le risque plutôt que maîtriser tout ça? Vous savez, c'est un peu comme les débats autour de la drogue. Légaliser permettrait de contrôler. Est-ce que ça serait pas la même logique? Plus le développer permettrait d'y contrôler plutôt que laisser des personnes partir en Thaïlande et là se faire charcuter, comme on dirait, potentiellement. Enfin, je connais pas les chirurgiens thaïlandais, mais... Non, en Thaïlande, c'est les meilleurs. Très bien. Les meilleurs. Je sais pas si les gens vont là-bas, c'est pas Alice, Voilà, c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils font là-bas. Mais moi, je suis d'accord avec vous, effectivement. Si on peut laisser juste répondre à Alice par rapport à cette question. Je suis pas sûre qu'il faut trop comparer les deux, parce que c'est quand même peu comparable. Moi, je suis contre la légalisation de la drogue, quelle qu'elle soit, donc dans tous les cas, voilà. Donc, je vais essayer de pas comparer. Mais en fait, je vois pas pourquoi... je vois pas en quoi ça atténuerait la douleur que de mieux légaliser autour. En fait, je pense qu'il faut encadrer ce qui existe déjà, évidemment, et
et prendre en compte et mieux connaître aussi ce qui tourne autour de la dysphorie de genre, mieux la connaître pour mieux la comprendre. Maintenant, moi, je serais très prudente par rapport par exemple, de donner la possibilité je sais pas, d'accélérer les transitions, de donner plus de possibilités là-dessus. Voilà, je sais pas. Très bien. Moi, j'ai pas de cas de volonté d'accélérer. Les médecins sont assez prudents. Alors après, des patients veulent peut-être accélérer parce mais les professionnels de santé, ils sont pas du tout, enfin, moi, j'en connais pas qui veulent accélérer. Au contraire, ils sont dans la prudence parce que sinon, ils se retrouvent aux tribunaux, hein. Il y en a qui, voilà, Oui. on fait pas n'importe quoi. C'est les revendications aussi qu'on entend aujourd'hui. En fait, vous pouvez pas traiter de la question des personnes trans sans prendre en compte les courants, même si vous considérez que ces courants woke sont minoritaires, vous savez, madame, que c'est les minorités qui font l'histoire, malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut... Enfin, on peut pas... Les minorités peuvent influencer, mais je pense qu'elles arrivent à faire bouger un peu la moyenne, mais je pense pas qu'elles vont faire des changements radicaux. Les médecins sont très prudents. Moi, je vais dans des congrès de médecins, ils sont plutôt 20 ans en arrière. Eux, ils sont pas sensibles à la politique. Les médecins, ils ont leur libre arbitre. Il y a un code de déontologie médicale, il y a un ordre des médecins. Eux, les woke, ils s'en tapent, hein, franchement. Et quand on voit les évolutions qu'il y a eu dernièrement, juste le changement de prénom pour les enfants à l'école, enfin, on est loin de la grande révolution. Donc, non, je pense pas qu'ils ont. Moi, je peux vous dire parce que je suis près des élus, je suis près du gouvernement, je discute avec. Ils sont très, très, très prudents. Ils écoutent les associations, mais avec énormément de prudence. Ça, je vous le garantis parce que ça. Alice, vous voulez répondre juste à ça rapidement? Peut-être que c'est pas une révolution. Pour moi, ça me semble improbable qu'on puisse aujourd'hui, juste avec ce que dit un enfant à propos de sa dysphorie, commencer un parcours de transition qui pour l'instant ne va pas concerner son physique, va concerner juste en effet son prénom. Pour moi, en tout cas, c'est une révolution. Alors peut-être pas pour vous, vous voyez ça comme quelque chose sans doute de bien et en fait, pas trop grave par rapport au reste. Pour moi, c'est hyper grave parce qu'en fait, c'est déjà considéré qu'un enfant, c'est déjà validé son parcours de transition, alors même qu'il n'y a même pas eu une question de thérapie autour, quoi. Moi, je trouve ça effarant, je vous le dis. Hein. Et je pense que beaucoup de gens sont pas peut-être... Tiens, j'aimerais du coup, on a une dernière question que j'aimerais poser. Quelle serait, selon vous, Mariko, la durée idéale d'une thérapie, la durée que ça devrait avoir? Parce que vous avez dit actuellement c'est trop lent, mais en même temps, je suppose que vous voulez pas quelque chose de trop rapide et de trop direct, comme vous l'avez dit. C'est au médecin de se prononcer en fonction de chaque cas. Il y a des cas simples, il y a des cas compliqués. Quand vous êtes trans et Asperger, c'est un peu plus compliqué. Moi, je fais confiance au médecin pour juger du bon parcours. Le parcours doit être personnalisé. Alors peut-être que sur certaines personnes, ça peut aller assez vite, mais peut-être que d'autres non. Voilà, mais je pense que ça doit être une décision qui doit être médicale, qui doit être sociale, avec une équipe pluridisciplinaire. Je pense pas qu'il y a de règles toutes faites là-dessus. Par contre, c'est clair qu'il faut attendre la fin faut que l'enfant ait le discernement. J'aimerais demander du coup à Alice, si vous aviez un ami médecin, peut-être que vous en avez, qui vous dit non, mais ces gens-là, il faut les accompagner, mais vous savez qu'il ne fera pas de complaisance nécessairement. Est-ce que vous seriez prête à laisser du coup ces procédures se faire de façon plus, on va pas dire démocratisée, mais plus encadrée? Moi, vous savez, c'est un peu comme les journalistes, on dit qu'ils sont neutres, mais c'est pas vrai. Donc pour moi, en fait, des médecins neutres, non, on a forcément un avis sur la chose et je pense qu'à ce titre, certains seront plus sensibles au fait peut-être d'accélérer la procédure, d'autres peut-être plutôt au fait de vraiment de ne pas l'accélérer et d'attendre peut-être le dernier moment ou quoi. Donc à ce titre, en fait, c'est quand même très compliqué de pouvoir répondre à cette question-là. Il n'y a pas vraiment de neutralité dans l'individu. Très bien. C'est pour ça que les médecins définissent des protocoles auxquels ils se réfèrent, parce que quand on sort du protocole, on prend un risque juridique aussi, et on prend un risque médical. C'est pour ça que les médecins ils définissent des protocoles, et l'ARS est en train de mettre en place justement ces protocoles de référence. Après, effectivement, il y a la libre interprétation du médecin, en son âme et conscience de médecin. Ça, il y a la libre interprétation du médecin et il y a aussi l'avis de la population en question. Et si l'avis de la population en question est un avis qui tend plutôt vers du wokisme, malheureusement, on risque d'arriver à des extrémités que ni vous ni moi nous forcément.
Je pense que les médecins, ils sont pas influencés. J'aimerais vous remercier encore une fois, toutes les deux, d'être venus pour ce débat, qui, je l'espère, aura été intéressant à la fois pour vous, mais pour nos spectateurs aussi. Donc, je vous remercie Mariko, donc maire de Thillot-les-Marchiennes. Désolé. Je vous remercie Alice Cordier, donc leader actuelle du mouvement Nemesis. Merci à vous. Et au revoir à nos chers téléspectateurs. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.